Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine, on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec Romain Puertolas que j'ai discuté, à l'occasion notamment de la parution de son nouveau roman chez Albin Michel, La police des fleurs, des arbres et des forêts. Il s'agit là d'un roman d'enquête qui démarre dans une petite bourgade isolée dans les années 1960, à partir du meurtre de Joël, découpé en 8 morceaux, emballés dans des sacs des Galeries Lafayette et jetés au fond d'une marmite à confiture. Un jeune officier débarque de la ville pour enquêter sur ce mystérieux crime et va retranscrire sous forme de lettres l'avancée de ses investigations à Madame le procureur. Entre correspondance et audition, la police des fleurs, des arbres et des forêts nous plonge dans une enquête rocambolesque où chaque détail a son importance, jusqu'à la fin totalement inattendue, et je dois bien avouer que je me suis aussi laissé piéger. Et avec Romain Puertolas, on parle ensemble de cette joie que procure l'écriture de l'enquête pour lui, de la manière dont on vit sa carrière d'écrivain après un succès mondial que fut son fakir coincé dans une armoire Ikea, mais aussi du projet de collectif d'écrivains qui publie 13 à table, un recueil de nouvelles spécialement écrites pour les Restos du Cœur. Bonne écoute! Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Alors, la police des fleurs, des arbres et des forêts. Niveau titre, t'as fait plus long. Comment ça se passe chez toi, ce choix de titre? Parce que c'est pas si anodin que ça. Oui, c'est un point assez notable en fait dans ton œuvre. Pour moi, les titres sont quelque chose de très très important. Je peux acheter des livres seulement pour les titres, je peux acheter des livres seulement pour les couvertures. Alors des fois, la lecture du livre me conforte dans mon premier choix. Des fois, je suis déçu. Une petite déception. Voilà, mais c'est pas grave parce que moi, je suis un collectionneur, je suis un bibliophile, et donc le livre-objet me plaît. Je suis fasciné par le livre-objet. Donc à partir du moment où il y a une belle couverture, un beau titre, bon, ça part bien. C'est pas grave si je n'aime pas le texte dedans. Au moins, ce sera un bel objet dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, voilà, le titre est pour moi très important parce que c'est la première chose que l'on voit de quelqu'un. C'est un petit peu comme l'apparence, le physique d'une personne. Oui, et puis même d'un point de vue éditorial, c'est constitutif de l'œuvre. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est la première phrase, en fait. C'est la phrase qui sert à plonger déjà le lecteur dans le livre. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'ouvrir le livre pour partir avec moi dans une atmosphère ou tout ça. Rien que le titre, normalement, devrait t'emmener déjà dans cette atmosphère. Donc, c'est pour ça que je travaille énormément les titres. Ouais. Alors ici, la découverte du coupable n'est pas nécessairement le plus important, puisqu'il y a, je te cite, encore plus époustouflant. On l'apprend dès le prologue. Comment tu as préparé ce livre? Comment le résultat, j'oserais même presque dire la double fin, en un sens, comment ça se construit ça? Parce qu'il y a énormément d'événements, il y a des revirements temporels, il y a des indices, évidemment. Enfin bref, c'est une espèce de bâtiment d'écriture. Oui, c'est la première fois que je travaille autant un livre. Généralement, je me laisse guider par mon imagination. Les personnes qui ont pu lire Le Fakir, qui ont pu lire d'autres livres, mes livres d'avant, c'est quelque chose d'assez linéaire, au niveau de la narration, assez simple. Alors que là, vraiment, j'ai fait énormément d'efforts. C'est quelque chose de très travaillé, de très minutieux, parce que moi, j'avais la fin. Oui. J'avais cette fin époustouflante, voilà, dès le départ. Et ensuite, il m'a fallu inventer autour de tout ça. Il m'a fallu faire un livre entier autour de cela. Et donc, évidemment, il m'a fallu constituer une intrigue policière, puisque ma fin époustouflante n'était pas l'intrigue policière en soi. Tu dis que c'est pas un livre policier. Oui, alors c'est un livre policier en ce sens qu'il y a une enquête policière, mais ce n'est pas qu'un livre policier. Il y a une histoire d'amour, puis il y a un rythme dedans, on perçoit la campagne de 1961, c'est très suranné, c'est une police surannée, littéraire. Enfin voilà, je voulais un rythme un peu plus lent, que le lecteur parte à la campagne dans un rythme plus lent. Mais il y avait cette enquête policière qui est là pour donner du suspense, qui est là pour d'un coup partir dans une action, être haletant, j'espère. À la fin, le rythme s'accélère jusqu'à l'apothéose, la première apothéose qui est le coupable, voilà. Et puis ensuite la deuxième qui est et qu'est-ce que c'est que ce coup de théâtre époustouflant dont on nous parle déjà dès la première page. Donc on ne va pas révéler évidemment ici, parce que après avoir lu ce livre, enfin en tout cas c'est mon ressenti. On n'a qu'une envie, c'est de le relire pour comprendre et assimiler ce à côté de quoi on est passé, précisément. Alors, est-ce que tu n'essayes pas de nous dire ici, en un sens, qu'être lecteur, c'est aussi faire un travail de son côté, qu'être passif et attendre que
l'info nous arrive toute cuite dans la bouche, ça peut nous faire passer à côté d'un livre complètement. Oui, là, le lecteur, il a un petit peu un rôle d'enquêteur, on va dire, dans ce livre. Oui, en fait, il faut être actif, vraiment. C'est vraiment le mot. Ouais, c'est un actif, enquêteur, parce qu'en fait, je ne voulais pas un roman policier, ça arrive, dans lequel on nous sort une fin un petit peu comme un lapin d'un chapeau, non ? On vous parle de rebondissement et tout ça. Et effectivement, à la fin, il y a quelque chose d'assez spectaculaire, mais qui n'était pas prévisible depuis le début et qui ne fait pas partie du texte depuis le début. Des fois, on a l'impression que l'idée est venue comme ça à la fin, tu vois, et que l'auteur l'a ajouté à la fin. Alors, c'est bien, mais toi, tu n'avais aucune piste. Tu ne pouvais pas trouver cette fin-là. Ouais, justement. Ouais. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est que le lecteur est tout en main depuis le début. Et pour moi, c'était une construction beaucoup plus subtile, puisque je donne des indices, une lecture très, 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 très attentive le lecteur enquêteur peut découvrir le coup de théâtre époustouflant avant l'heure, et c'est arrivé déjà. Mais comme je dis toujours, il faut se laisser porter par la lecture et essayer de se faire surprendre, c'est encore mieux. Mais en tout cas, voilà, je ne triche pas, c'est-à-dire que je donne dès le début les éléments. Voilà. Ouais. Qui regarde bien peut trouver. Voilà, c'est ce que je voulais. Et d'ailleurs, à quel moment on sait qu'on a un livre, ou plutôt une enquête, qui tient la route? Il faut combien de lecteurs qui se font berner précisément? Bah alors, dire, ça y est, c'est la bonne structure, c'est la bonne. Bah moi, ma première lectrice, j'ai une amie et puis ma femme. Alors des fois c'est mon ami qui lit avant, des fois c'est ma femme qui lit avant, ça dépend. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui sont très brillantes. Ma femme est brillante en ce sens que quand on se met devant la télévision pour regarder un film ou tout ça, dès le départ, elle dit « Ah ben, c'est facile, c'est lui qui l'a tué, et puis elle va coucher avec lui, ou machin. » Enfin, direct, quoi. Ouais, donc là, on était sur le public. Et alors, je me dis « Putain, mince, enfin, moi, j'ai aucune idée, je regarde les films comme je comprends rien. » Ouais. Et effectivement, à la fin, c'est bien ce qu'elle avait dit dès le début. Donc, je me suis dit « Super, voilà, j'ai mon super cobaye. » Elle, on la garde. Je ne lui ai pas dit, parce que j'aurais pu lui dire, mais je ne lui ai pas dit. J'ai pas voulu le spoiler. Je lui ai dit, et je me suis dit, je vais la faire lire en grandeur nature, quoi, avec le truc. Ouais. Et là, j'attendais ses messages tous les jours, WhatsApp. Je me disais, elle va me dire, bon, ça y est, c'est bon, ok, j'ai compris, et machin. Et non, c'est jamais arrivé. Et à la fin, elle m'a dit, ah bah non, j'attendais vraiment pas ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, ça marche avec elle. Je l'ai envoyé à mes autres amis, je l'ai fait lire par d'autres amis. Ça a marché sur tout le monde, sur 15 personnes. Personne n'a vu le truc. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est bon, ça marche. On est tenté de te dire que c'est ok. Voilà, ouais. Alors, ce livre, il est construit de façon épistolaire. Est-ce que les lettres, c'est le genre qui facilite la construction d'une enquête? Moi, c'est la première fois que j'écris une relation épistolaire. Et au début, je savais pas. J'ai jamais été attiré par les livres qui sont des relations épistolaires. Et puis, j'avais dans ma bibliothèque un livre qui s'appelle Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de pommes de terre, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais. C'est un peu dans mes genres de titres, ça. Et mais je le lisais jamais parce qu'en fait, dès que je l'ouvrais, je voyais ces lettres là et ce type de narration ne m'attirait pas. Bon, et un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai ouvert et puis j'ai commencé à lire la première page, la deuxième page, et je l'ai dévoré. Dans le même moment. Et je me suis dit, mais non, en fait, ça marche. Je veux dire, ça, c'est super bien. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer moi aussi de faire un roman épistolaire. Et puis, pour moi, c'était jouissif de pouvoir écrire ces lettres, de recevoir les lettres. L'inspecteur écrit des lettres à la procureure lui répond. Et puis, il y a le garde champêtre qui va écrire aussi. Donc, je change de style. Il ne parle pas de la même façon, il n'écrit pas de la même façon. Et en fait, ça permettait de créer un rythme, ces lettres-là. Et ce rythme que je voulais plus lent, de la campagne, plus tranquille. Parce que quand on lit une lettre, elle a été écrite 1 jour, 2 jours, 3 jours avant. Ce qui ralentit également la narration dans l'idée. Voilà, et on est bien dans la campagne, on est bien dans l'atmosphère que je voulais créer. Alors après, par contre, j'étais bloqué parce qu'il me fallait de l'action. Et je ne pouvais pas le faire avec les lettres, puisqu'il y a toujours, comme j'ai dit, un retard de 1 jour, 2 jours, tout ça. Non, il me fallait de l'action instantanée. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du magnétophone que se trimballe l'inspecteur. Il enregistre tout, et des fois, après, il transcrit les enregistrements sonores, et là, on a vraiment les sons, on a vraiment les actions sur le moment. Soudain, et c'est ce qui permet le suspense, là. Alors, tu as toi-même été policier. En quoi ton expérience concrètement t'a nourri?
Alors, je suis toujours policier, je suis en congé depuis 2014, mais je suis toujours. J'ai même pris du grade, j'étais lieutenant, je suis passé capitaine. Félicitations. En disponibilité, c'est assez étonnant, c'est marrant. Bon. Mais en plus, dans ce livre, oui, j'ai mis de la méthodologie, alors que j'avais vu à l'école, parce que moi, j'ai pas été dans un service de police judiciaire. Donc, l'aperçu de la police judiciaire, moi, je ne l'ai eu qu'à l'école de police et que dans les stages que j'ai fait dans différents services de police judiciaire. Ouais. Et donc, j'ai mis une méthodologie qui est la méthodologie de l'articulation de procédures. Ceux qui connaissent connaîtront. Enfin, et qui est une méthodologie. On fait et dans ce livre, c'est comme ça, les chapitres, ils commencent audition du tuteur, perquisition du domicile, de machin. En fait, on dirait des procès-verbaux, ces transcriptions phonétiques. C'est très méthodologique. En fait, comme l'inspecteur est très jeune, il a 24 ans, on pense qu'il sort à peu près de l'école, où ça fait pas longtemps, et donc c'est quelqu'un de très rigoureux et qui a une très grande méthodologie, et c'est ce que j'ai appliqué de ce que j'avais appris moi en judiciaire à l'école. Alors tous les noms des personnages existent vraiment, et chaque protagoniste porte une caractéristique de certains de tes proches, qui n'étaient d'ailleurs pas au courant, visiblement, que tu allais les inclure subtilement, certes, mais les inclure quand même dans le roman. Pourquoi tu as décidé d'inclure un peu de ta vie dans la nouvelle fiction? Est-ce que ça servait le récit, ou est-ce que c'était quasiment un petit plaisir personnel, un petit clin d'œil? Plusieurs raisons. La première, c'est que la légitimité des noms. J'aime que les noms sonnent vrais. Et j'ai l'impression que si j'invente un nom, il va sonner faux. Peut-être parce que je sais que je l'ai inventé. Vous me direz, normalement, tous les noms doivent exister dans le monde entier. En tout cas, peuvent potentiellement. Mais je préfère que ce soit légitime et que ça sonne vrai. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, pour que ce sonne vraiment vrai, je vais prendre des vrais noms. C'est une bonne idée en soi, tu sais. Ouais. Et donc j'ai pris les noms de mes amis proches. Et puis en même temps, ça fait le petit clin d'œil, parce qu'en fait, je ne prends pas de caractéristiques d'eux, c'est-à-dire que c'est vraiment leur nom, mais il y a rien d'eux dans les personnages. D'ailleurs, le maire qui est dans le livre, qui s'appelle Basile Bonito, dans la réalité, ressemble beaucoup plus au garde champêtre Jean-Charles Provinciaux et vice-versa. Donc, c'est vraiment un nom que j'ai pris. Et alors après, ça leur fait plaisir de voir que j'ai utilisé leur nom. Je ne l'ai pas demandé. Il y en a qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas lu le livre ou avec qui je n'ai plus de relation depuis longtemps. On s'est perdu de vue et tout ça. Mais j'ai mis leur nom. Et bon, si un jour ils feuillettent le livre ou ils le lisent, ils auront la surprise de voir qu'ils sont dedans. Tu l'as écrit où, ce roman? Parce que je sais que tu aimes visiblement écrire dans des lieux, disons, inédits. Enfin, le Fakir, je crois que tu l'as écrit dans un wagon. Dans le RER. Sur ton téléphone. Celui-là, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire à côté d'un petit village qui s'appelle P, qui est le village, en fait, il s'appelle Puertolas. C'est mon nom. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu présomptueux d'appeler le village Puertolas, même s'il existe. Mais il existe, C'est en Espagne, c'est ça? C'est en Espagne, c'est au nord de l'Espagne. Il n'y a que 2 habitants. Il y a plus d'habitants dans le cimetière que dans les maisons. Mais voilà, donc c'est devenu de là. Et je l'ai appelé P. Et après, je me suis dit, tiens, je vais mettre des initiales pour toutes les villes qu'il y a aux alentours. Parce que comme ça, en plus, tout le monde s'y reconnaîtra. Les gens du nord, penseront que c'est au nord, les gens du sud penseront que c'est au sud. J'ai voulu que ce soit universel, parce qu'un petit village, ici c'est un petit village comme là-bas, en France du moins, vous voyez, il n'y a pas d'énormes différences. Une grande ville, on sait ce que c'est qu'une grande ville. Donc voilà, je voulais que ce soit universel. Donc je l'ai écrit à côté de ce petit village de Puertolas, sur un calepin, ce qui est pour moi assez inédit, puisque j'écris généralement sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Là, je l'ai écrit sur un calepin, donc des feuilles de papier. J'ai vraiment écrit, là. Et j'ai mis tous mes ressentis, parce que j'étais à la campagne, j'étais dans un gîte rural pendant une semaine, et vraiment vous avez un épisode où il y a une odeur de purin, il déverse du purin sur les champs aux alentours, du purin de porc, ça pue, c'est une horreur. Et en fait, je l'ai vraiment vécu pendant la semaine dans le gîte rural. Il y a eu 2 jours où c'était intenable. Alors, ce qui était marrant, c'est que ma femme ouvrait les fenêtres et les portes pour aérer. Et je lui disais, mais t'es folle, aérer quoi? Dehors, c'est empoisonné. Je voulais que la chambre, au moins, soit le seul endroit où ça ne sente pas. Et alors, c'était impossible parce qu'elle ouvrait les fenêtres. Bon, et donc, j'ai mis cette odeur. Ce jeune inspecteur, c'est un petit peu moi, à 24 ans, très citadin. Moi, j'ai toujours été très urbain, très citadin. Et pour moi, la campagne, c'est l'exotisme. Je suis un homme de la ville. Et donc, voilà, donc, j'ai mis de ressenti-là, de cette semaine-là. Et puis après, je l'ai continué à Malaga, à
grenade. Voilà. Ok. Et alors justement, il y a visiblement pas énormément de rituels ni de cadres spécifiques dans ton écriture, ce qui désacralise un petit peu la chose. Est-ce que ça veut dire que l'écriture, le temps de l'écriture n'est pas hyper solennel pour toi ? Est-ce que tu fais ça un peu quand tu peux, quand tu veux comme je sais qu'il y a certains auteurs comme Amélie Nothomb, c'est la première qui me vient. Elle est là en train de répondre à son courrier là. Qui a des horaires, qui se lève, tu vois, qui a des espèces de rituels précisément. Oui, tu sais, moi depuis le Fakir, moi j'ai pris un congé. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Je me consacre uniquement, je n'ai que ça à faire, on va dire. Ouais. Écrire et voyager, parce que on ne sait pas ça, mais quand on a de la chance d'être traduit dans beaucoup de pays, ça veut dire beaucoup de voyages. On passe sa vie à voyager dans le monde entier pour parler de nos livres. Donc ça prend du temps, ça fatigue aussi un petit peu, ça prend de l'espace dans notre cerveau, tu vois, d'être occupé à ça. Mais en tout cas, je veux dire, moi je n'ai que écrire dans la vie, je n'ai que ça à faire et m'occuper de ma famille bien évidemment, mais donc je pourrais évidemment avoir une rigueur et me dire je travaille tous les matins, tout ça de 8 heures, mais l'écriture pour moi c'est pas un truc de bureau, c'est-à-dire que ça tient de l'inspiration. L'inspiration c'est un phénomène magique, enfin on sait pas trop comment ça marche, mais en tout cas l'inspiration c'est pas en me mettant tous les jours de 8h jusqu'à midi devant un ordinateur que je vais forcément avoir l'inspiration là. Donc en fait moi je vis ma vie, voilà, et quand j'ai l'inspiration et quand j'ai quelque chose à écrire, alors généralement je l'écris sur mon téléphone portable, et puis quand j'ai un peu plus de temps, je me mets à écrire ça. Mais voilà, j'écris donc quand je veux et puis quand j'ai quelque chose à dire. Voilà. Et ça peut être malgré tout une corvée d'écrire, par exemple des passages un peu difficiles ou... Non, pour moi écrire c'est vraiment quelque chose, j'écris depuis que j'ai 7-8 ans, donc lire et écrire pour moi c'est deux choses qui font partie de ma vie, c'est les deux choses... C'est mes deux passions dans la vie depuis toujours, et donc ça n'a jamais été un problème, un calvaire, une torture. Je sais qu'il y en a qui accouchent de livres, je sais qu'il y en a qui souffrent, alors que moi je m'éclate quand j'écris, vraiment, sinon je le ferais pas. Moi dans la vie je ne fais que les choses qui me plaisent et qui m'éclatent, je suis comme ça. Donc si c'était une torture je ne le ferais pas, je ne suis pas sadomaso. C'est tout à ton honneur. Alors, sans vouloir révéler ton âge, tu es né en 1975. Ouais, bravo, ça y est. et ce livre pose son action en 1961. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là pour que tu décides de l'investir ? Alors 61, ça aurait pu être 60, ça aurait pu être 62, ça aurait pu être 59. En tout cas, il me fallait... ça ne pouvait pas être maintenant. Voilà. Pour le coup de théâtre final, on va dire, ça ne pouvait pas être maintenant, c'est impossible maintenant. Donc il me fallait que ce soit un petit peu plus en avant. Je voulais pas... J'aurais pu retourner au Moyen-Âge, même. Ça aurait été marrant, un détective au Moyen-Âge, et ça aurait été ça aurait allé. Mais je voulais que ce soit quand même assez récent. Et donc j'ai pris comme ça, 1961. Et c'est bien parce que ça m'a permis, effectivement je n'étais pas né, mais ça m'a permis de découvrir une époque que j'ai un petit peu connue. J'ai quand même connu les cabines téléphoniques à pièces, j'ai quand même connu des choses comme ça. Mais là, pour le coup, y avait plein de choses qui n'étaient pas encore inventées. Alors c'est marrant parce que quand j'écrivais le livre, d'un coup j'écrivais il a quelque chose, et puis d'un coup je vais chercher sur Internet, et là, problème, ça n'existait pas encore. Et donc ça a été des obstacles, ça a été un petit peu travailler avec des limitations, et c'était passionnant de me documenter comme ça, ou de demander à des gens qui ont connu cette époque-là. Donc voilà, ça a été très intéressant de savoir ce qui n'était pas inventé à cette époque-là. Et puis surtout de la vie à la campagne, toi qui n'as visiblement jamais vécu à la campagne. Ouais. Et tu fais souvent ça d'ailleurs à la Trisomie pour un détective très 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 spécial que tu maîtrisais pas du tout à la base. Non, parce que je n'ai personne, mais je connais des spécialistes, je connais des personnes qui travaillent en centre. T'as fait ça. Mais dans mon environnement, par exemple, dans mon entourage, je n'ai pas de personne qui est trisomie 21. J'aime bien, il n'y a pas de légitimité à écrire des trucs forcément qu'on connaît ou qu'on maîtrise. C'est probablement aussi un peu inventé pour le Exactement. D'ailleurs, dans ce livre, dans La police des fleurs, j'ai pris la gaillarde parce que j'aimais beaucoup les couleurs, le jaune et le rouge de cette fleur, mais ses caractéristiques n'allaient pas bien avec 2-3 trucs que je voulais faire. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inventé une variété. Donc c'est la gaillarde Clémence. Elle n'existe pas. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui l'ont cherché et tout ça et qui ne trouvent pas. Elle n'existe pas. Je l'ai inventée. C'est le petit plus de l'écrivain. Bienvenue dans la littérature. Alors, écrire le suspense, construire une histoire
je dirais, rocambolesque, avec des indices, des subtilités, un enjeu concret. Est-ce que c'est constitutif de ton plaisir d'écrivain? Est-ce que tu te verrais pas du tout écrire un livre trop linéaire, sans action? Oui, alors déjà c'est une grosse rupture ce livre par rapport à mes livres d'avant qui sont beaucoup plus burlesques, fantasy, qui partent vraiment dans beaucoup de sens. Celui-là est beaucoup plus posé. Celui-là, l'humour est pas aussi lourd que les autres, tu vois, pas aussi énorme, on va dire. Si, je sais que je suis lourd, je sais. Et donc là, j'ai vraiment dosé l'humour. Il y a de l'humour, mais c'est vraiment par pincée. Et il est plus sérieux, on va dire, il est plus réaliste que mes autres livres, parce que je voulais vraiment créer une rupture avec le reste. Mais effectivement, il faut toujours qu'il y ait des petits trucs. Il faut que je m'amuse, moi, quand j'écris. Alors, pas forcément mettre des blagues, mais je veux dire qu'il y a un rythme, qu'il y ait une petite action. Là, par exemple, dans la police, moi, ce que j'aime pas, c'est quand le policier sort son arme, sort son pistolet. Là, je trouve c'est un échec. Pour moi, faire sortir le pistolet de l'étui, ça aurait un échec. D'accord. Donc, je veux qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du suspense, que le lecteur soit pris comme ça dans ce rythme, mais sans qu'on sorte des flingues et tout ça. Parce que j'ai une vision très surannée de la police, très romantique, d'où la police, des fleurs, des arbres et des forêts. Mais voilà, il me faut des petites choses comme ça. C'est des petites contraintes que j'ai, mais je suis comme ça, donc c'est pas une contrainte. Mais il faut qu'il y ait un peu d'action, il faut qu'il y ait de la culture, des références. Je mets toujours des références à des livres. Dans ce livre-là, je parle des souris et des hommes, je parle de livres que j'ai beaucoup aimés, du Comte de Monte Cristo. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous mes livres, des références littéraires, mais aussi des références populaires, parce que moi, je suis issu des deux. Voilà, je suis issu des enfants de la télé et puis des enfants des livres, et donc j'ai un mélange de ça. Ouais. Et est-ce que ton œuvre représente ta vision de la littérature? Peut-être en tant que lecteur aussi, mais... Oui, ou pas forcément ma vision de la littérature, mais me représente moi comme être humain. Quand vous me lisez, vous avez... je suis très transparent, je suis très naturel, et vous avez de moi dedans, c'est-à-dire ce grand optimisme, ces couleurs, parler de choses tristes ou dramatiques avec beaucoup d'humour. Je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. Je supporte pas la violence, la tristesse, la maladie, tout ça, si elle n'est pas accompagnée d'un petit peu d'humour, parce que pour moi c'est trop terrible en fait, c'est trop dur, et c'est une espèce de protection, tout mettre dans l'humour. Voilà. Quel genre de retour sur soi et dans un sens de pression, j'imagine, ça implique d'avoir connu un énorme succès mondial dès le départ avec... C'est parti. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea en 2013. Est-ce que la notion de déception, de peur de décevoir, notamment les lecteurs, entre en jeu, ou est-ce que ça s'est passé ainsi et que c'est le plaisir avant tout? En bref, est-ce que tu te sens investi d'une mission d'écrivain? Alors le succès du fakir m'est arrivé à 37 ans. Donc j'avais déjà un peu de jugeote, on va dire que ça ne m'est pas tombé dessus à 20 ans. Et donc, je savais pertinemment, j'ai tout eu avec le fakir de suite. Hein. J'ai eu le film, le théâtre, la BD, tous les supports qu'on puisse imaginer pour un bouquin. Ouais. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai gagné énormément d'argent du jour au lendemain, tout ça. Mais j'avais 37 ans. Et puis, j'ai une expérience de la vie. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé, tout ça. T'as été steward. Ouais. Donc, je me suis dit, tu vois, là, tu as tout d'un coup. Donc, tu ne pourras avoir que moins après. Je ne pouvais pas avoir plus. Et effectivement, j'ai eu moins après, mais effectivement, ça a été douloureux pour moi, mais pas autant, puisque je le savais. Je le savais. Quand on vous donne tout... Oui, c'est nécessairement douloureux. Et puis, tout ce que vous donne la vie, à un moment donné, elle vous le reprend. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, quand vous avez les projecteurs sur vous, eh ben, les projecteurs, après, ils vont se tourner sur quelqu'un d'autre. Tout ça, il faut le savoir, et moi, je le savais. Et puis voilà, alors effectivement, j'aimerais avoir autant de succès avec mes autres livres qu'avec le fakir, mais c'est pas possible. Et puis voilà, donc en tout cas, c'est toujours pour moi un grand plaisir d'écrire, de rencontrer mes lecteurs et tout ça. Et à partir du moment où je peux continuer à vivre de la littérature, écoutez, j'attends pas d'autres succès interplanétaires comme le fakir. Bon, sait-on jamais. C'est une espèce de huis clos, tout se passe dans le village de paix, il n'y a pas tant de lieux que ça, et beaucoup de choses reposent sur les quiproquos. Est-ce que tu le verrais pas adapté au théâtre, ce roman?
Car moi, je me suis posé la question. Ouais, moi j'ai pensé à la série télé. Ah oui, c'est pas bête. Une série télé, parce que j'ai d'autres idées en plus. Ouais. Mais au théâtre, pourquoi pas, ça irait bien. Oui, je me suis théâtre, dit que ça, potentiellement, ça pourrait faire une bonne pièce. Bref. Voilà. L'appel est lancé. C'est ça. Tout autre sujet, voilà déjà 6 ans que le livre 13 à table paraît chaque année. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'un livre. Cette année, la couverture, c'est Riyad Satouf qui l'a faite. Ouais. Un livre qui est vendu 5 €, qui réunit des écrivains autour d'un thème. Chacun écrit une nouvelle. Cette année, c'est le thème du voyage. Et les bénéfices sont versés au Resto du Cœur. Donc en gros, visiblement, un livre équivaut à 4 repas. Quel type de plaisir tu retrouves dans l'écriture du format court de la nouvelle, si tant est que tu aimes ça d'ailleurs? Je vais te révéler un secret. Je suis pas trop format nouvelle en tant qu'écrivain et en tant que lecteur. C'est pas un format qui me plaît énormément parce que moi j'aime m'installer dans un livre. C'est comme partir en voyage quelque part. Je préfère partir quelques jours. Tu vois, je vais partir une semaine ou un mois plutôt que 2 jours. La nouvelle, c'est un peu ça, c'est partir 2 jours en fait. C'est un peu ça. Et donc voilà, donc pour moi c'est un peu compliqué. J'ai mes livres que j'écris sur ce que je veux, j'écris ce que je veux, et puis d'un coup j'ai ce que j'écris dans 13 à table, mais j'écris aussi pour UNICEF, j'ai écrit pour d'autres causes, pour Je suis Charlie après les attentats. Donc à chaque fois c'est des nouvelles et c'est bien parce que j'aime bien qu'on me mette aussi des limites, des contraintes. C'est ce que je voulais te dire, c'est un peu comme les Oulipiens, ça te fait travailler, ça te débloque des choses et puis surtout ça te fait pratiquer et surtout qu'une nouvelle il faut qu'il y ait ces 4 pages et il faut qu'il y ait une chute. Au bout de la 5e page. Enfin, donc voilà, c'est vraiment un exercice de style. Donc voilà pourquoi je le fais, mais surtout, je le fais, il ne faut pas se cacher, pour la raison sociale, pour ce que je peux apporter, moi, en tant que petit être humain, m'apporter ma petite pierre. Mais d'ailleurs, tu en parles, tu dis que la nouvelle, même dans la nouvelle précisément, tu dis que c'est un peu la galère pour toi, quoi. Ah oui, au début, la conversation. En plus, quand on me dit le voyage, non, s'il vous plaît, c'est bon, le voyage. Vous pensez pas que j'ai assez écrit sur le voyage et le voyage dans tous mes bouquins. Et d'un coup, on me dit, le thème de cette année sera le voyage. Tadam. Et donc ça, j'en parle au début parce que cette année, ma nouvelle, c'est une anecdote de voyage. Voilà, parce qu'il m'arrive plein de choses dans les voyages. Donc j'ai décidé d'en raconter quelques-unes. Ok, et dernière question que je pose à tout le monde. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels? Pas forcément des nouveautés, des trucs que tu as vus, lu, entendu récemment. C'est très compliqué parce que j'ai très peu de mémoire et donc pour les livres je suis même obligé j'ai une table Excel dans laquelle j'écris les livres que je lis parce que je lis énormément et donc je me rappelle jamais. Alors tu vois, pour savoir si j'ai aimé ce livre-là ou pas. Là, en ce moment, je suis en train de lire beaucoup de Haruki Murakami, en littérature, donc en livre. Ouais. C'est un auteur japonais que j'aime énormément. Et là, j'en ai lu 2 ou 3 de suite. Alors, généralement, je change parce que je m'ennuie très rapidement. Donc, je lis en plusieurs langues aussi. Donc, j'essaye de ne pas lire 2 fois dans la même langue de suite ou 2 fois le même auteur de suite. Ouais. Là, pour le coup, avec Murakami... C'est un petit chanceux. Ouais. Mais bon, je lis plusieurs livres à la fois aussi. Ok. Ouais. Et sinon, au cinéma, je peux pas trop dire parce que ça fait très longtemps que je ne vais plus au cinéma. Je n'habite plus à Paris. J'ai des enfants qui sont petits et depuis qu'on les a, on ne va plus au cinéma. C'est ça la vie de parents aussi. Enfin, je ne vais plus au cinéma. Mais je vais voir Imaginez quoi. Voilà. La Reine des Neiges 2. D'ailleurs, voilà, je vais pas échapper. Donc, c'est vrai que ma culture cinématographique depuis quelques années est vraiment terrible. Alors que quand j'étais à Paris, j'allais tout le temps au cinéma voir en plus des films d'auteurs. Vous voyez, des bons films japonais ou les films d'Eric Romer, des trucs comme ça. Donc, voilà. Mais voilà, donc on va dire, allez, le coup de cœur littéraire, Haruki Murakami. Ok, ça me va très bien. Merci beaucoup, Romain. Merci, Thomas. Et bien voilà, l'Aki, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Romain vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des suggestions pour le podcast, n'hésitez surtout pas à m'écrire, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast s'il vous a plu, car c'est de toutes ces manières que l'Aki pourra grandir et se développer. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.